Salut belle âme, c'est Christelle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très drôle, pas très funky, mais qui me tient vraiment grave à cœur. C'est comment se remettre d'une rupture difficile. Ça m'est arrivé il y a quelques années, il y a 3 ans et demi et quelques, de me manger ma première grosse rupture vénère. Et j'ai appris énormément de choses à travers ce processus. Et enfin voilà, j'ai énormément de choses à te dire aujourd'hui si c'est ton cas, si tu sors fraîchement d'une relation. Je suis avec toi de tout mon cœur. Si tu as du mal à passer à autre chose après une rupture, et ben écoute, je suis de ouf avec toi aussi parce que je sais que ça peut être un processus très long. En tout cas, aujourd'hui, je vais te donner toutes mes clés à la fois de compréhension, mais aussi des outils vraiment pragmatiques, très concrets pour avancer dans ton processus de rupture. Avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement donc, mes vidéos sur le développement personnel. Et je t'invite aussi en barre d'infos à aller t'inscrire à la masterclass gratuite 5 étapes, 5 clés pour créer sa vie de rêve. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser, notamment si tu es en train de vivre un processus très chamboulant. Donc tu laisses tout simplement ton mail donc en lien dans la description et tu reçois un email avec cette masterclass gratuite d'une demi-heure. On va commencer et en fait un peu en introduction, j'ai envie déjà de te poser les étapes, poser une autre vision en fait de la rupture. La rupture, on voit ça comme quelque chose d'horrible, comme quelque chose qui veut dire quelque chose sur soi, comme quelque chose qu'il faudrait cacher, comme un processus terrible de deuil, du même ordre que si tu as perdu tes proches, qu'il y a une maladie ou des choses comme ça. On est vraiment autour d'une dramatisation et d'une forme d'horreur en fait autour de la rupture. Et moi j'ai envie aujourd'hui de t'emmener de l'horreur à l'opportunité. Je vais aussi te parler de ce fameux mot en mandarin, le fameux mot crise, qui se dit weiji, quelque chose comme ça, qui a deux significations, tu l'as sûrement déjà entendu dire. Donc le mot crise en mandarin veut à la fois dire danger, mais veut aussi dire opportunité. Et pour moi, dans la rupture, il y a vraiment un choix à faire entre le drame et entre une opportunité extraordinaire dans sa vie. Est-ce que c'est facile de passer de l'un à l'autre? Non. Moi, ça m'a mis plus de 6 mois de pleurs quotidiennes quand je me suis mangé ma rupture pour aller de l'un à l'autre. Et là, aujourd'hui, ce que je vais te faire, c'est te délivrer tout ce que je sais pour accélérer ce processus pour toi. Le premier point que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre en fait du pouvoir transformateur d'une rupture. De toute façon, si ça s'est produit, à un moment donné, il faut qu'on soit clair, tu vois. Il faut que je te le dise en face. Si ça s'est produit, que ce soit une rupture que tu as provoquée, une rupture qui a été provoquée, que tu étais trompée peut-être, déjà, je te comprends, je suis passée par là. Et il faut se dire qu'il n'y a pas vraiment de victime en fait là-dedans. Si ça est amené à une rupture, si ça y est, c'est fait, ça veut quand même dire à un moment donné que tu es allé jusqu'au bout de quelque chose ou que l'autre personne dans la relation a eu le sentiment d'aller au bout de quelque chose. Il y a eu une rupture, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné ou dans une trame, eh ben, il y a une cassure et cette cassure, elle n'est pas arrivée par hasard en fait. Et il faut tout de suite dédramatiser ça dans le sens où une rupture, ce n'est pas quelque chose de grave, ce n'est pas un échec, c'est en réalité une opportunité pour créer quelque chose de différent dans sa vie. Oui, il y a des sentiments, oui, il y a de l'attachement, on va en parler juste après. Mais si tu enlèves les questions vraiment d'attachement amoureux et d'attachement aussi de tes blessures, dont je vais parler juste après, il faut quand même se dire que si tu en es arrivé à la rupture à un moment donné, c'est que quelque chose n'allait pas et que tu as le droit à mieux et que l'autre personne a aussi le droit de se sentir plus épanouie qu'elle ne l'était avec toi. Et que tout ça, ça vous arrive pour votre plus grand bien. Euh, il n'est pas encore question de devenir ami avec son ex ou de quoi que ce soit, ou de se remettre en couple. Il est vraiment question déjà de regarder en face le fait que cette chose-là, elle est arrivée pour toi, elle est arrivée pour l'autre personne et que la vie, elle veut pas nous taper sur la gueule en fait. C'est la première réaction qu'on a tendance à avoir, c'est ça. Pourquoi? Parce que notre enfant intérieur, nos petites émotions, elles sont vraiment touchées, elles sont vraiment secouées par ce qui nous arrive. Néanmoins, en fait, il n'y a vraiment pas de drame, en fait. C'est vraiment très très bien. À un moment donné, si un couple ne fonctionne plus, il vaut mieux se barrer, en fait. Pour moi, à partir du moment où il y a du drame, il n'y a plus d'amour. Donc si tu commences à faire des hauts et des bas avec la personne avec laquelle tu étais,
de toute façon, l'amour à ce moment-là commence à aller prendre la porte de sortie en fait. Et on reste vraiment sur un jeu de blessures et d'attachement toxique. Donc mon conseil déjà pour en fait réussir à commencer à voir en fait le pouvoir transformateur de la rupture, c'est de te laisser du temps. On se laisse pas de temps parce qu'on va mal et on veut tout de suite aller à la prochaine chose, on veut tout de suite éloigner notre douleur. Néanmoins, on éloigne aussi le processus qu'on est en train de vivre. Et pour vraiment créer de l'espace pour que ce processus ait lieu, lâcher prise avec le temps, c'est nécessaire. Ça peut aussi nous aider à ne pas se foutre dans plein de relations sans réfléchir parce qu'effectivement, nos blessures, elles se réveillent, on pleure, on se sent mal, ça peut nous prendre des fois des années pour passer à autre chose. Néanmoins, c'est pas grave en fait, il n'y a rien de mal à ça. Se remettre du rupture et que ça puisse prendre plusieurs années, il n'y a rien de mal à ça en fait. C'est comme une médecine. J'avais fait un post il y a quelques semaines qui s'appelle la médecine des ex et pour moi c'est ça, c'est comme tu as bu ton verre d'ayahuasca, là il y a quelque chose qui va se produire. Et ce processus, il va pouvoir peut-être prendre beaucoup de temps. Une chose est sûre, c'est que moins tu le repousses, moins tu repousses ta douleur, moins tu repousses ce qui est en train de t'arriver, plus vite tu vas commencer à voir l'envers du décor où le processus est positif pour toi. Mon deuxième point pour toi aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre de ce qui souffre. Et ça, c'est dur, je le sais. Et ça, c'est des larmes, on n'a pas envie d'y aller. Néanmoins, il y a quelque chose qui s'est produit, il va falloir l'adresser. L'intelligence émotionnelle, c'est d'adresser ce qui se passe réellement en nous et de faire pause et de ne pas l'ignorer. Bon nombre de personnes, plutôt que de se mettre en contact avec la douleur qu'elles ressentent, vont aller coucher à droite à gauche, vont aller faire des dates, vont aller se distraire d'une manière ou d'une autre, se foutre sur Netflix devant les jeux vidéo, etc. pour éviter en fait, pour être dans la distraction, plutôt que de rencontrer sa douleur. Néanmoins, une des premières bases pour être en paix et bien vivre ses émotions, c'est de les vivre. Il n'y a pas vraiment d'autre choix que ça. Et c'est très important que tu le comprennes. Quand tu ressens de la douleur, c'est nécessaire de ne pas la fuir. En fait, la douleur, elle va pas te tuer. C'est souvent notre inconscient, notre petit enfant à l'intérieur de nous qui a l'impression, qui est en PLS, clairement, et qui se dit qu'on va crever, en fait, si on se laisse vraiment emmener par la douleur, si on se laisse pleurer, si on se laisse vraiment ressentir les choses pleinement. Alors que Keneni, à partir du moment où on commence à oser ressentir nos émotions, ça les relâche, en fait. Exercice, en fait, pour ressentir ces émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, tu vas commencer à sentir quelque chose dans ton corps. Tu vas sentir quelque chose dans ton corps qui est déclenché par un déclencheur émotionnel. Admettons, tu scrolles sur Facebook et tu vois une photo de ton ex avec un de tes potes ou je sais pas trop quoi et tu vois, il se passe quelque chose. Il y a eu un déclencheur émotionnel et ça y est, t'es en PLS. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as tout un tas de pensées inconscientes qui se mettent en route, mais comme elles sont inconscientes, forcément, tu mets pas vraiment les doigts dessus. Néanmoins, il commence à y avoir une réaction vraiment physique dans ton corps qui commence à arriver. Et c'est ça qu'il y a juste besoin de faire. C'est de s'arrêter, de se poser. Alors, si t'es en pleine journée de travail, franchement, va dans les toilettes, prends un temps, ferme les yeux. Si t'es dans les transports, fais pareil si t'es chez toi. Tu te poses tranquillement et tu respires, tu fermes les yeux. Et tu te poses la question où est-ce que j'ai mal en fait avant de rentrer dans ta tête, parce que le problème c'est quand on a un déclencheur émotionnel, donc on a une grosse émotion, et comme notre réflexe premier c'est de la fuir, on va l'intellectualiser. Néanmoins, c'est pas le chemin le plus judicieux en fait pour traiter avec de la douleur émotionnelle. Le chemin le plus judicieux c'est de dire là, stop. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai mal dans mon cœur? Est-ce que j'ai mal dans mon ventre? Est-ce que c'est dans mon estomac? Est-ce que quoi en fait? Est-ce que je peux juste respirer et bouger? Moi, je te conseille vraiment de mettre de la musique et d'aller en fait à la rencontre de physiquement qu'est-ce qui a mal là à cet instant en fait? Où est-ce que ça se déclenche dans ton corps? Et ça va te permettre d'arrêter de tout de suite intellectualiser ta douleur, ok? Parce que là, on rentre en fait dans le fait de ressasser encore et encore et encore et encore des choses. Et ce que tu ressasses, c'est en rapport avec des troubles et des choses traumatisantes que tu as vécues quand tu étais généralement très jeune. Donc, pour revenir à la racine,
Parce qu'en fait, ce qui se passe là, ta douleur émotionnelle, elle vient que rejouer des blessures qui datent de largement avant longtemps cette relation. La question à te poser, quand tu fermes les yeux et que tu commences à arrêter d'intellectualiser, que tu commences à ressentir là ce qui est en train de se passer, la question à te poser, c'est quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la toute première fois? Quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la toute première fois? Quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la toute première fois? Est-ce que c'était quand je me suis fait ignorer par un tel et un tel, quand on avait 6 ou 7 ans? Est-ce que c'était quand mes amis sont allés à une après-midi ou à une soirée sans moi pour la première fois? C'est quand la première fois que j'ai ressenti ça? Parce que tu l'as ressenti largement avant le contexte de la relation dont on parle. Et là, tu peux te mettre réellement en relation avec ton enfant intérieur qui rejoue une douleur qu'il a ressentie quand il était beaucoup, beaucoup plus petit. Et ça permet en fait de commencer à couper l'herbe sous le pied du ressassement, encore et encore et encore. Quand on traîne en longueur la douleur, c'est parce qu'on a besoin de se faire mal. Et si on a besoin de se faire mal, c'est pourquoi? Parce que notre inconscient, il cherche en fait à nous faire conscientiser cette part de nous qui a mal, qui est souffrante. Est-ce que j'ai été trahie quand j'étais enfant ou est-ce que j'ai vécu quelque chose comme une trahison et aujourd'hui j'ai été trompée et je revis cette trahison? Est-ce que je suis en train de revivre ce mais de toute façon on ne peut pas faire confiance aux gens? Qui est en fait une pensée que tu as développée pour combattre cette douleur que tu as ressentie quand tu étais enfant. Donc pour ça, je t'invite effectivement à ressentir énormément tes émotions, à faire beaucoup de journaling. Le journaling, c'est avoir un carnet et c'est noter tout ce qui nous passe par la tête et noter aussi les choses que tu as trouvées quand tu fais ce genre d'exercice, par exemple. Je te conseille de noter toutes ces choses-là pour les sortir de ta tête et pour commencer à les conscientiser. Donc ça, c'est le travail émotionnel qui est un travail de fond, qui est un travail que tu n'es pas obligé de faire d'ailleurs tout seul ou toute seule. C'est même d'ailleurs très chouette de se faire accompagner pour ça. Moi, quand j'ai vécu ma première grosse rupture, je suis allée en thérapie pour la première fois de ma vie et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup servi pour aller plus vite là-dedans. On a aussi une tendance, ça je préfère te le dire tout de suite, à fantasmer le sort de drame amoureux, à se complaire là-dedans. Parce que, oh mon Dieu, j'ai été amoureux, maintenant je vis ce grand drame, etc. C'est très drama queen en fait. Donc je t'invite aussi à aller regarder la drama queen à l'intérieur de toi qui est vraiment attachée à sa blessure aussi. Mon troisième point, c'est celui de rentrer dans une réflexion autour d'une nouvelle vision de la relation de couple. Pour te dire, moi, ce qui s'est passé quand j'ai rompu avec quelqu'un après 8 ans de relation, tout ce que je croyais savoir sur l'amour s'est pas mal effondré et a pas mal bougé. Est-ce que je suis passée par plein de phases pendant plusieurs années? Oui. Est-ce que j'ai cru plein de choses différentes? Oui. J'ai testé vraiment beaucoup de choses en fait dans mon célibat, que ce soit concrètement avec des personnes ou que ce soit dans mes réflexions. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel à chacun. Il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, elles ont envie d'une relation beaucoup plus engagée que ce qu'elles croyaient. Il y a d'autres personnes qui vont se rendre compte peut-être de l'inverse. Néanmoins, ça rentre dans les détails. Peut-être qu'on a emménagé ensemble et que finalement, maintenant que j'y pense, c'était peut-être pas ce qu'il me fallait en fait. J'avais peut-être pas assez d'espace, peut-être que c'était difficile quand il y avait des prises de bec et j'étais peut-être pas à l'aise, peut-être que voilà, c'était trop tôt pour moi, que j'en avais peut-être pas le désir réellement quand j'ai fait ça. Peut-être que, avoir que des amis communs, ça me convenait pas et j'avais besoin en fait de plus de cercles où je me suis oubliée dans la relation, etc., etc. En tout cas, c'est très intéressant d'aller se poser la question de si demain je me remettais en couple, qu'est-ce que je voudrais changer pour me sentir mieux là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est en train, encore une fois, de voir la rupture comme une opportunité pour grandir, une opportunité en fait pour fixer d'autres standards pour la prochaine relation que tu vas vivre. Dieu seul sait quand elle va se produire, mais fixer des nouveaux standards et des standards qui sont pas en rapport avec tes blessures émotionnelles, avec la drama queen à l'intérieur de toi, mais des standards qui sont en rapport avec qui je suis moi. Parce qu'au fond, même si dans une relation, dans la fin d'une relation, c'est les blessures de l'un et de l'autre qui se sont entrechoqués, il y a aussi des choses structurelles dans la relation qui sont à revoir. Des choses que j'ai dit ok, peut-être que j'ai fait des compromis qui au final ne m'allaient pas réellement. Si je me suis pas sentie libre, c'est peut-être pas le fait d'être en relation qui me privait de ma liberté, mais peut-être qu'il y a des choses
dans la relation qui ne me convenait pas. Et de pas le dramatiser en fait, parce que des personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes besoins de relationnels que nous, il y en a pléthore. Et pour commencer à les inviter vraiment dans notre vie, à les magnétiser, pour la prochaine fois où on se sentira à l'aise d'ouvrir son cœur, c'est important de se poser la question des nouveaux standards en fait. Et aussi d'accepter l'imperfection relationnelle. Je sais que quand on est dans la douleur de la rupture, on s'imagine vouloir une relation qui va faire un tampon sur toute la douleur qu'on a vécue. Néanmoins, si tu commences à faire vraiment le travail émotionnel de te regarder en face et de regarder ce qui souffrait chez toi dans cette relation, de regarder aussi comment toi, t'as fait de la merde aussi dans cette relation, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a une vraie imperfection dans la relation et que pour réussir à accepter émotionnellement cette imperfection, on a besoin de beaucoup de travail sur l'intelligence émotionnelle. Aussi de dédramatiser le couple. On a tendance à imaginer un couple idéal qui va peut-être aller réparer des choses dans notre enfance, dans nos rapports à nos parents, qui va peut-être être une sorte de fantasme en fait, qu'on s'est imaginé, qui est assez loin de la réalité de ce dont on a besoin réellement. Le couple n'est pas une obligation en soi, il n'est pas quelque chose à jeter non plus, c'est une expérience relationnelle. On a tout un schéma de société qui est construit autour de ça, mais est-ce qu'on pourrait pas juste chacun se poser la question de comment est-ce que j'ai envie de relationner avec quelqu'un, romantiquement parlant? Moi, c'est une question que je me suis posée pendant du coup 3 ans, et à laquelle j'ai trouvé mes éléments de réponse au fur et à mesure. Et je me suis autorisé le droit aussi à les trouver au fur et à mesure. Et ça, je trouve ça vraiment très important. Le 4e point, je pense que c'est le plus crucial et c'est aussi un gros point de pivot qui permet de beaucoup basculer dans le fait de ressentir la rupture de manière différente. C'est d'apprendre à s'aimer et à se sécuriser affectivement parlant. Souvent dans une rupture, enfin moi je le vois aussi dans mes amis à l'heure actuelle qui sont dans ces processus-là, on met l'autre au centre de sa vie. Moi j'ai fait pareil, hein. On met l'autre au centre de sa vie et on réfléchit par rapport à l'autre. On réfléchit, mais si j'avais fait les choses différemment, et si il avait fait ça différemment, etc., etc., à toujours se poser la question vis-à-vis de l'autre, en fait, à se projeter. Plutôt que de... Ou alors de se poser la question, mais qu'est-ce que moi, est-ce que j'étais pas ci, est-ce que j'étais pas ça, est-ce que j'étais trop ci ou est-ce que j'étais trop ça? Alors qu'il ne s'agit pas vraiment de l'autre, en fait. Pour sortir vraiment bien du processus de la rupture, c'est justement d'aller refaire ce chemin à l'intérieur de soi. De se retrouver soi à soi-même et de commencer à prendre soin de soi. J'ai mes blessures, ok. Si je veux, admettons à un moment donné, être amie avec mon ex ou si je veux avoir une rupture consciente, c'est nécessaire que je re-rentre en moi-même en premier pour pouvoir relationner depuis cet endroit-là. Arrêter de réfléchir et de ressentir depuis le couple ou depuis le point de vue de l'autre. Et ça va aussi aider beaucoup des blessures en fait, qui sont réveillées par le processus de rupture. D'apprendre à se sécuriser émotionnellement, d'aller regarder nos failles d'amour de nous-mêmes, d'aller regarder tous ces endroits en fait où on croyait qu'on avait confiance en nous, mais en fait, peut-être pas tant que ça. Et d'aller aussi en profiter pour se reconstruire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se sait de manière un peu plus générale, mais va aller apprendre de nouvelles choses, va aller dans des cours, va aller voyager dans les limites de ce que tu peux faire. Lance-toi dans le développement personnel, prends un coach, prends un thérapeute, achète-toi des formations. Prends ce temps en fait pour te nourrir à nouveau, pour t'arroser de nouveau comme une jolie petite plante et prendre réellement soin de soi. Prendre soin de soi, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que moi j'ai appris. J'ai vraiment pendant longtemps, et c'est récent dans ma vie, je ne m'aimais réellement pas. Je ne savais pas du tout comment m'aimer, je ne savais pas du tout comment me sécuriser affectivement parce que c'est lié à la manière dont j'ai été élevée et ma structure familiale en fait qui a fait que. Et des structures familiales problématiques, et ben la vaste majorité d'entre nous l'ont vécu. Ça veut pas dire que la famille était problématique, mais notre rapport à nos parents a été clairement problématique. Et d'aller regarder ces failles-là, c'est vraiment très intéressant et surtout ça change une vie en fait. À partir du moment où on fait ce travail, on est guéri, on est vraiment guéri. Donc si tu as envie par exemple de faire un vrai travail de profondeur autour de ça, ben, tu peux m'envoyer un message, je fais des coachings privés et on peut travailler là-dessus en profondeur. Moi je me suis fait accompagner pendant pratiquement 1 an quand je suis sortie de mon processus de rupture
Et c'est un des plus beaux cadeaux que je me sois fait, c'était de prendre ce temps pour moi, pour me soigner, me guérir et sortir de mes schémas, créer des nouveaux standards, comprendre ce que j'avais à comprendre de ce que j'avais vécu et me regarder aussi en face dans des endroits où c'était peut-être pas forcément très glorieux. Et tout ce travail-là a été vraiment extrêmement salutaire et je ne le regrette pas une seule seconde. J'ai adoré mon célibat. Mon célibat a été une des plus belles expériences de ma vie, même si elle a été dure à certains moments. Donc, force à toi, ça va grave le faire. Je t'embrasse et je t'envoie énormément de good vibes. Je te rappelle d'aller checker aussi donc, dans la description le lien sur la masterclass 5 étapes pour créer sa vie de rêve. Je pense que tu en as besoin aujourd'hui de ça et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.